Très bien. Vous le confirmez pendant que M. Marcel se débattait comme un lion dans un couloir pour vous obtenir, pour vous déposer au camp et pour en découdre avec vous, n'est-ce pas? Il l'a dit clairement à la clinique Ambroise Paré, il fallait qu'on nous amène au camp Alpha Yaya. C'était l'objet de la dispute entre lui et le commandant Toumba. Très bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Pas de questions pour les victimes, les parties civiles. Oui. Une nouvelle question maintenant. Merci, Monsieur le ministre. À la suite donc de mes collègues du parquet, je vais également vous poser quelques nouvelles questions. Alors, la première, selon vous, en tant qu'homme d'État, pourquoi le CNDD, à l'époque des faits, avançait des arguments pour faire porter la responsabilité des massacres survenus au stade du 28 septembre et environ? Et naturellement, parce que le CNDD s'était rendu compte de la gravité des crimes qui avaient été commis. Le CNDD savait que la communauté internationale s'était saisie de cette question. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les pays amis comme la France, les États-Unis d'Amérique, les Nations Unies, le CNDD savait que les crimes qui avaient été commis, tout le monde faisait porter la responsabilité au CNDD. Donc pour eux, il fallait trouver des boucs émissaires et donc faire porter aux forces vives la responsabilité de cette tragique journée. Merci. Monsieur le ministre, après les massacres, le stade a été nettoyé. Les corps ont disparu. Les documents médicaux ont été subtilisés. Est-ce que, à votre avis, le CNDD avait l'envie que toute la lumière soit faite sur cette affaire? Je pense que ces éléments sont dans le dossier qui sont devant le tribunal et qui, si elles sont avérées, sont des preuves irréfutables de leur responsabilité. Monsieur le ministre, on vous a parlé à cette barre de remords entre vous, victimes, et ceux qui ont préparé ce massacre, qui l'ont planifié et qui l'ont mis à exécution. Entre ces deux parties, qui devait se reprocher, ou qui devait être reproché par le tribunal de sa conscience? Je pense que je l'ai dit la semaine dernière, nous, on a le cœur meurtri quand on pense à ce qui s'est passé. Et tout à l'heure, quand je faisais le récit de cette dame qui est décédée à la suite de ce qui s'est passé au stade, nous sommes tristes. Mais le remords devrait venir de ceux qui ont donné l'ordre aux soldats d'aller massacrer les gens. Je pense que ce remords-là doit être manifesté par eux et ils doivent pouvoir le dire devant ce tribunal. Monsieur le ministre, la légalité de la démarche des forces vives ont été débattues devant ce tribunal. Il avait même été dit que les forces vives à l'époque n'ont pas respecté la législation en vigueur. Vous accepterez donc que je vous lise cette partie et vous posez la question ensuite. Le cadre juridique. Je suis dans le rapport de la Commission internationale d'enquête, page numéro 8. Droit interne. La Constitution du 23 décembre 1990, la loi fondamentale de la Guinée a été suspendue le 24 décembre 2008. À l'exception du titre 2, celui-ci mentionne les libertés et droits fondamentaux des citoyens, en particulier la liberté d'expression et d'opinion, article 7, ainsi que le droit de manifestation et de cortège, article 10. L'article 22 permet de restreindre ces libertés et droits uniquement si cela est indispensable au maintien de l'ordre public, étant précisé que les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou trouble manifestement l'ordre public peuvent être dissous. En vertu de l'article 59 de la Constitution, les principes fondamentaux relatifs au maintien de l'ordre public sont fixés par la loi.
sont fixés par la loi. En l'occurrence, les articles 106 à 122 du Code pénal du 31 décembre 1998 et la loi dite anti-casse de 2005, qui réglemente les attroupements, réunions, cortèges et défilés dans les lieux publics. Conformément à l'article 110 du Code pénal, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage de la force qu'en cas d'attroupement sur la voie publique et si des violences sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes et les personnes dont la garde leur est confiée. Selon les principes universels de l'usage de la force, rappelés à l'article 9 du Code de la déontologie de la police nationale guinéenne du 11 août 1998, un tel usage doit toujours rester proportionné au but à atteindre. Monsieur le ministre, vous venez de suivre le cadre légal. Alors, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut qualifier la marche des forces vives contraire aux lois de la République de l'époque? Absolument, je pense que nous l'avons largement expliqué la semaine dernière, et pas seulement les lois nationales que vous venez de rappeler avec justesse, mais aussi toutes les conventions internationales et les traités internationaux auxquels la Guinée a souscrit et qui avaient force de loi en Guinée. Et ce sont ces droits reconnus par ces textes juridiques que sur cette base que nous avons agi. Nous étions donc dans la légalité. Merci, Monsieur le ministre. Dernière question. Dans la lecture tout à l'heure, vous aviez entendu parler de la proportionnalité. Vu que c'était de simples manifestants qui n'avaient rien, qui ne faisaient que prier sur le stade du 28 septembre, d'autres chantaient l'hymne national, est-ce qu'on doit même parler de proportionnalité vu qu'il n'y avait même pas d'attaque vis-à-vis des agents de la force publique? Cela saute aux yeux clairement. Les forces de sécurité n'étaient pas menacées, nous n'étions pas sur la voie publique, nous n'étions pas là pour attaquer les biens de l'État ou des citoyens. Nous étions dans un enclos fermé et il n'y avait aucune attaque contre les forces de défense et de sécurité. On ne peut en aucune manière parler de proportionnalité puisqu'il n'y avait pas d'attaque contre les forces de défense et de sécurité. Au contraire, nous étions l'objet d'une agression. C'était tout simple, c'était ça. C'était une agression contre les populations civiles. Une attaque massive contre les populations civiles et qui, d'ailleurs, est un élément constitutif des crimes contre l'humanité. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Oui. Vous vouliez poser des questions? Allez-y. Monsieur François Lonsenifal, c'est ça? Oui. Très bien. Je voudrais, à l'occasion de votre comparution qui se fait maintenant, me faire comprendre par la première question que je voudrais vous poser concernant votre statut à cette barre. Est-ce que vous connaissez votre statut à cette barre? Oui, je comparais devant ce tribunal en tant que partie civile. Comment? Contre ceux qui ont perpétré les crimes du 28 septembre 2009. Très bien. Je suis un peu confus lorsque je vous entends dire que vous n'êtes pas venu à l'audience de ce tribunal pour accuser ni pour disculper quelqu'un. Est-ce que vous savez que, en comparaissant par devant ce tribunal criminel, comme pour vous faire admettre comme une victime des événements du 28 septembre,
vous accusez. Vous êtes un avocat chevronné. Parfaitement. Et lorsqu'on porte plainte en tant que victime, on accuse ceux qui vous ont porté tort. Très bien. Cette accusation est portée contre ceux qui ont massacré les populations, ceux qui nous ont mis dans cet état. Donc je suis ici en tant que victime et je dois prouver devant le tribunal qu'il y a des gens qui ont perpétré des violences contre nous. C'est Je à ce suis... titre que-